L'image n'est pas de très bonne qualité, mais je te vois. Bon. Alors, je vais peut-être faire une petite introduction pour les personnes qui sont là. Je le dis assez régulièrement, c'est des choses enfin, ce genre de réunion qui s'appelait avant petit déjeuner, qui s'appelle maintenant des rencontres thématiques. On essaie de le faire assez régulièrement, en gros, une fois par mois, sur différents sujets qui concernent évidemment les risques. Euh, on fait ça dans un format assez réduit. On essaye toujours d'avoir une vingtaine, 25 personnes maximum pour qu'on puisse discuter avec l'orateur, avec la personne qui présente. On cherche vraiment à avoir des échanges. C'est pas simplement une conférence ou une information. On souhaite évidemment qu'il y ait des échanges entre les personnes pour que ça puisse servir à tous. Aujourd'hui, bah, évidemment, on essaye de le faire avec ces outils donc informatiques pour respecter cette distanciation physique. J'espère qu'on va pouvoir se revoir quand même. C'est quand même beaucoup plus agréable de faire un petit déjeuner avec un peu de café et quelques croissants. On essaiera de faire ça dès qu'on pourra le refaire et que le Covid sera éloigné de nous. En tout cas, ce Covid, ça nous a posé, et ces questions qu'on va aborder aujourd'hui sont un petit peu liées à ça, les risques, la continuité d'activité, les suraléas. J'étais il y a 15 jours, 3 semaines, sur les Alpes-Maritimes, en cellule bâtimentaire, pour essayer de travailler sur les conséquences de la tempête Alex sur les vallées alpines. On a vu qu'il y avait plus de 2000 maisons qui avaient été touchées. Aux dernières nouvelles, j'ai appris ça hier, qu'il y avait 400 maisons qui devaient être rachetées par la collectivité parce qu'elles sont totalement, quasiment inhabitables ou en tout cas dans des zones qui sont à fort enjeu, à fort aléa, pardon. Et donc, ça pose la question pour les élus de qu'est-ce qu'on fait quand il y a ça et quand il y a en plus le Covid, comment on peut travailler en mode dégradé, comment ensuite on peut travailler pour le retour à la normale, sachant qu'il y a plein de contraintes autour. Et donc, le plan de continuité d'activité est absolument nécessaire et il faut l'intégrer dans le PCS, ou en tout cas faire des liaisons entre le PCS, le plan de continuité d'activité, et peut-être même quelque chose qu'on essaye de promouvoir, c'est le plan de retour à normal. Ce n'est pas forcément quelque chose qui existe vraiment aujourd'hui, mais quand on est touché par des événements, on s'aperçoit bien que on parlait de crise avant. La crise, c'était aller chercher les victimes, et très souvent, on pensait que la crise s'arrêtait là. En réalité, quand on est sur le territoire, la crise dure très longtemps pour certains. J'étais il y a peu de temps avec le maire du Teil, on était au Teil suite au séisme de l'an dernier, et je peux vous dire que la crise du séisme qui a eu lieu le 11 novembre 2019, elle dure encore. Et donc c'est très compliqué parce que il y a plein de choses à faire, plein de gens à intégrer, et les collectivités n'ont pas tous les moyens de faire ça. Donc, on est en plein dans le sujet des risques. Le Pays de Grasse, la communauté d'agglomération, je pense, du Pays de Grasse, a travaillé sur ça. Et donc, Johan va nous expliquer un petit peu tout ce qu'ils ont réfléchi, tout ce qu'ils ont mis en place. Et puis, n'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà. Je te laisse te présenter, Johan, Oui. et continuer la discussion avec tout le monde. Bon, bonjour à tous, je suis donc Johan Tatin, je suis conseiller de prévention, c'est mon titre officiel au niveau de la mairie de Grasse. Je suis en charge de la gestion de la prévention des risques sur la commune. Alors j'ai deux casquettes, je suis responsable des risques professionnels et je suis aussi en charge des risques majeurs sur la commune. Nous avons réfléchi il y a quelques années, notamment dans le cadre de la grippe aviaire, à la mise en place d'un plan je ne peux pas prendre la communication, d'un plan de continuité des activités dans le cadre de la grippe aviaire il y a une douzaine d'années. Donc, je vais vous envoyer un petit PowerPoint qui est vraiment très, très simple. J'essaie de le rendre le plus simple possible pour qu'on puisse, je dirais, laisser la plus grande partie à la discussion entre nous.
Alors, l'articulation entre le plan continuité des activités et le plan communal de sauvegarde, c'est le sujet du jour. Vous avez vu l'introduction qui avait été préparée donc, par le CIPRE et moi sur le PCA, qui est un outil complémentaire au PCS, et le PCA qui doit permettre de définir les missions prioritaires à poursuivre par les services. Ce qui est important dans l'articulation PCA-PCS, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'ils sont interdépendants, mais ils sont aussi quelquefois indépendants l'un de l'autre. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important à comprendre. Enfin, c'est notre réflexion à Grasse, c'est ce que nous avons fait. La définition rappel du PCA, juste une petite définition entre nous, en fait. Le PCA, c'est selon la norme ISO 22301, une gestion de continuité de service définie comme un processus de management holistique, c'est-à-dire que le terme holistique signifie une doctrine qui analyse les phénomènes d'un point de vue global, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte toutes les interactions possibles et imaginables dans le cadre d'un risque majeur sur la commune ou, je dirais, d'une interruption des services publics. Donc, on organise exactement aussi l'impact de ces menaces, enfin, on essaye de les interpréter, et si elles se concrétisent, il faut qu'on soit en capacité de mener les opérations liées à l'activité et à l'organisation de la collectivité, quel que soit le cas de figure qui se présente à nous. Donc, ce PCA fournit un cadre pour construire la résilience de l'organisation, avec une capacité à répondre de manière efficace, tout en préservant les intérêts des principales parties prenantes. Ça, c'est la définition de l'ISO. On va voir concrètement pour une collectivité territoriale ce que ça veut dire en termes de résilience et d'activité principale, puisque nous n'avons pas forcément les mêmes fonctionnements et les mêmes intérêts qu'une entreprise ou je dirais que la fonction publique d'État. Pour la fonction publique, à notre sens, à nous, voilà ce que ça signifie. Johan, excuse-moi, on ne voit Oui. pas la présentation PowerPoint. Tu ne vois pas la présentation PowerPoint? Non. Ah. Pourtant, alors, moi, tu as dû partager ton écran, je ne veux pas partager le mien avec la présentation. D'accord. Alors, attends, on va essayer de revenir. Réessaye de partager l'écran, si ça ne te dérange pas, excuse-moi. Alors, attends, je vais réessayer parce que j'ai peut-être eu un petit souci informatique. Alors, partage d'écran. Est-ce que là, ça fonctionne? Alors, attends, parce que là, normalement, ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas. Je suis bien parti dans la… Est-ce que tu le vois là maintenant? Oui, c'est bon. Ah, ouais. Super. Ouais, ok. Bah, je sais pas, ça vient de mon ordinateur, je ne sais pas. Il y a des petits soucis de connexion depuis ce matin. Donc, je repars sur la… Donc, tout le monde voit la présentation, c'est bon? Oui. Ok, ça repart. Non, nous, on ne voit pas. Non. Quand je passe en mode présentation, vous ne le voyez plus? Oui, moi, de mon côté, c'est bon. J'espère que mais je pense que oui. Hein. Non, c'est toi, tu le vois? Ah. Tu le vois, toi, Élodie? Moi, je le vois, oui. Et quand je passe en mode présentation, tu le vois toujours? Oui. Oui, il y a des gens qui me répondent, hein, ils voient, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux continuer. Bon, ok, bon, alors… Il faut le temps peut-être, ça dépend des réseaux hein, aussi. Hein. Ouais, d'accord, bon, je vais attendre un petit peu. Merci. Voilà. Ouais, C'est bon pour tout le monde?
peux continuer, Elodie? Oui, excuse-moi, j'ai coupé mon son. Oui, tu peux continuer, vas-y, hein, excuse-moi. D'accord. OK. Donc, je repars sur la définition on a vu la définition du plan de continuité des activités selon la norme ISO, qui est une norme, bien sûr, qui définit une définition à caractère général. Pour nous, dans la fonction publique, cette définition, bien sûr, correspond, mais à des retentissements, je dirais, un petit peu différents, des échos un petit peu différents, dans le sens où le service public est quand même, je dirais, une prérogative légèrement différente, parce que nous ne sommes pas soumis, bien entendu, au rendement et, je dirais, aux soucis économiques que pourrait avoir une entreprise. Les activités d'une collectivité territoriale comme une mairie ou comme, je dirais, une interco, ça comprend à la fois les activités, bien sûr, nécessaires au public qui sont en relation directe avec le public, comme l'état civil, par exemple, et bien sûr, toutes les activités, je dirais, qui ne sont pas en prise directe, je dirais, qui sont masquées au public et qui permettent à la collectivité de fonctionner dans son intégralité. Donc, ces deux dimensions qui sont différentes mais complémentaires, une en direct avec le public, une derrière, je dirais plutôt en termes de logistique, et qui permet au service public de fonctionner. Donc, nous, notre plan d'activité, il avait été conçu il y a quelques années pour garantir la continuité de certaines missions essentielles au service public et qu'on doit maintenir coûte que coûte et à tout prix. Donc, le PCA, c'est cet outil qui nous permet d'organiser la gestion des situations anormales, tout en intégrant dans notre fonctionnement un fonctionnement de routine. C'est-à-dire que le plan de continuité des activités nous permet d'assurer des missions en mode dégradé, mais de manière je dirais, à préserver le fonctionnement de routine. C'est-à-dire que l'usager du service public ne doit pas s'apercevoir que nous sommes en mode dégradé. Voilà. Il faut considérer que les éléments constitutifs du PCA doivent intégrer le processus qui régisse tout le fonctionnement habituel de la collectivité. Et puis, bien sûr, le retour à un fonctionnement normal. Comme le disait tout à l'heure Michel, notre PCA est conçu de telle manière à ce que nous prévoyons et nous anticipons le retour à la normale du fonctionnement de nos services. Et bien sûr, à l'accompagnement de nos agents dans le retour à la normale. Est-ce que je suis assez clair pour ça? Donc, le PCA doit s'inscrire dans la durée forcément, parce qu'un retour à la normale doit être compris dans le PCA, comme il est compris dans le PCS d'ailleurs. Donc, ça peut être quelques jours, mais ça peut être quelques mois. C'est intégré notamment dans le cadre de la pandémie grippale qui nous revient aujourd'hui comme un boomerang, mais sous une autre forme que la grippe aviaire, puisqu'on a affaire à ce fameux coronavirus. On sent bien, et aujourd'hui, nous sommes impactés au sein de la collectivité, bien sûr, où nous avons des agents qui sont cas contact et nous avons des agents qui sont malades, à préserver l'outil de travail et bien sûr à préserver le fonctionnement du service. Donc, il faut prévoir le retour à la normale et puis s'organiser de telle manière à ce que les agents soient le plus polyvalents possible dans le cadre du retour à la normale. Donc, toujours quelques définitions au niveau du plan communal de sauvegarde. Alors, il a été instauré par la loi de 2004, c'était les fameuses lois Sarkozy qu'on a de modernisation de la sécurité civile, qui depuis lors ont été intégrées, comme vous le savez certainement tous, au niveau du Code de la sécurité intérieure, notamment. Pardon? Non, c'est sur la caisse. Non, là, c'est bon, j'ai pas. Oui, que se passe-t-il? Allô? Oui, je ne pense pas que ce soit pour nous. Il y a quelqu'un qui a ses micros d'activer et on entend les gens derrière. Si les personnes qui participent à la conférence pouvaient couper les micros, ça serait bien, merci. Joanne, je pense que tu peux continuer. Je pense que Johan a coupé son micro lui-même. Hein. Joanne, tu as ton micro de coupé.
Ah, parce que c'est quelqu'un qui me l'a coupé, je ne l'avais pas coupé, moi. C'est bon? Je suis de retour? Vous Oui, m'entendez? c'est bon, tu peux continuer, merci. Oui, OK, on t'entend. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le micro était coupé. Donc, je repars sur quelques rappels sur le plan communal de sauvegarde. Je vais faire quelques rappels sur le plan communal de sauvegarde pour tout le monde pour qu'on soit bien sûr du cadre dans lequel on évolue. Donc, je vous rappelle que ce PCS est imposé aux communes soumises à des risques majeurs, notamment des PPRN, et c'est le cas à Grasse puisque nous avons 2 PPRN approuvés, donc nous avons été dans l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde. Donc, ce plan communal de sauvegarde, il a pour but d'organiser l'intervention de la commune pour venir en appui des services de secours et pour assurer l'information, l'alerte, l'assistance et le soutien de la population. Là, je pense que je n'apprends pas grand-chose aux personnes qui sont Donc, en quelque sorte, pour le plan communal de sauvegarde, quelle que soit la taille de la collectivité, le besoin sera toujours identique. En termes de besoins, nous avons besoin de disposer d'une organisation qui permette de faire face aux événements inhabituels ou déstabilisants qui ont bien sûr des répercussions sur le fonctionnement de la collectivité et notamment, je dirais, ces services au public. Donc, ici, l'anticipation sur, je dirais, la qualité et la quantité de personnel que nous devons avoir à disposition est fondamentale et c'est en ça que le PCA va venir intervenir dans le PCS. Les répercussions, elles peuvent être de tous ordres. Elles peuvent être sociales, elles peuvent être matérielles, humaines, organisationnelles, environnementales et financières. Donc, on doit prendre tous ces paramètres, bien sûr, en considération lorsqu'on élabore un PCS ou même un PCA. Donc, pour nous, ça consiste en quoi? Ça consiste à préparer la mobilisation de tous les moyens humains, qu'ils soient de permanence ou d'astreinte, les moyens techniques, à organiser la direction et la coordination des actions, et bien sûr tout ça, en hiérarchisant toutes les missions que nous avons à effectuer, aussi bien les missions de sauvegarde que les missions de service public. Donc, il faut coordonner les deux. C'est en ça que le PCS et le PCA doivent fonctionner ensemble. Donc, c'est ce qui constitue le socle commun à notre dispositif de gestion d'un événement de sécurité civile, qu'il soit majeur ou qu'il soit interne à la collectivité. Donc, si on compare les deux, si on compare un PCA et un PCS, moi, je suis parti du principe que on pouvait comparer les deux systèmes pour pouvoir mieux les articuler et les faire fonctionner ensemble. Un plan de continuité des activités, c'est quoi? Déjà, il faut savoir qu'il n'est pas en ce qui concerne les collectivités territoriales. La loi l'a rendu obligatoire dans la fonction publique d'État, mais pas dans la fonction publique territoriale. Donc, il doit se faire à l'initiative de l'autorité territoriale, soit le maire, soit le président, par exemple le président d'une interco ou le président d'une région ou d'un département, ou le président du SDIS. C'est inclus ou annexé dans le PCS, c'est notre cas. Nous, il est annexé au plan communal de sauvegarde. Les missions sont décrites de manière différente, elles sont complémentaires, mais pour ne pas alourdir le plan communal de sauvegarde et pour garder son côté très opérationnel et très réactif, le PCA est annexé, mais il n'est pas inclus dans le PCS. C'est notre façon de voir les choses. On peut très bien envisager de l'inclure dans un PCS. Ça dépend de la collectivité, ça dépend de son fonctionnement et de sa manière d'agir. Il décrit, bien sûr, il hiérarchise les missions essentielles de service public. Donc, quelques-unes, juste pour les gens qui ne sont peut-être pas habitués au fonctionnement d'une collectivité territoriale comme une mairie, comme une ville, c'est par exemple l'état civil. L'état civil doit fonctionner coûte que coûte. Le service, notamment des cimetières, doit aussi fonctionner coûte que coûte. Donc, il y a des fonctionnements des services au public qu'on doit maintenir, et la police municipale en est un aussi, qui doivent fonctionner tout le temps. Donc là, il faut qu'on se débrouille pour que ça fonctionne. On doit élaborer, il est élaboré pour anticiper un dysfonctionnement de la collectivité. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement en mode dégradé. Donc là, on part du principe qu'une partie du personnel ou une partie des outils de travail ne sera plus disponible ou pas disponible momentanément. Et donc, il faut qu'on fonctionne malgré tout. Le service public, donc, je rappelle, que répond à des besoins reconnus et permanents des citoyens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des événements ponctuels comme il peut arriver dans un plan communal de sauvegarde. Le service public doit fonctionner tout le temps, en permanence, parce que les usagers en ont besoin tout le temps. Ça n'est pas forcément lié à un événement majeur. C'est pour ça que nous avons fait une distinction entre PCA et PCS. C'est-à-dire que notre PCA peut très bien être déclenché en dehors de tout contexte de risque majeur. C'est-à-dire un dysfonctionnement de la mairie, une perte, par exemple, de certains outils informatiques, une panne généralisée, une panne électrique, une panne de l'informatique, par exemple, une panne des moyens de communication, doit être gérée, doit être anticipée.
Ça peut être aussi dans le cadre d'une pandémie comme celle de la Covid-19, c'est-à-dire la mise hors circuit d'une grande partie de notre personnel. Donc, et le service public doit quand même fonctionner malgré tout. C'est ce qui nous est arrivé dans le premier confinement. Il a fallu qu'on active notre PCA. On n'a pas activé notre PCS, on a activé notre PCA pour pouvoir continuer à fournir un certain niveau de service public aux usagers, grâce à le PCS. Donc, si on compare les deux, on va avoir un caractère obligatoire pour les communes qui sont soumises à PPRN approuvé. C'est ce qui est notre cas, puisque nous avons 2 plans de prévention des risques naturels approuvés sur Grasse, c'est le mouvement de terrain et c'est l'inondation. C'est par exemple le feu de forêt, l'inondation est en cours. Il peut être activé à la demande du préfet, bien entendu, et bien sûr à l'initiative du maire, si celui-ci a l'obligation, même l'obligation de prévenir le préfet quand il déclenche lui-même son PCS. En fonction de l'événement, on nécessite l'activation du PCA. Alors vous voyez, en fonction du type d'événement, et on le verra notamment dans le cadre des inondations, lorsque certains outils, notamment les moyens de communication, sont mis hors circuit, il va falloir activer le PCA. La sauvegarde répond à des besoins ponctuels et urgents de la population. On a vu que le PCA, lui, répond à des besoins permanents de la population. Il vient en appui des services de secours, le PCA, non. Élaboré pour faire face à un événement impliquant obligatoirement la population, ce qui n'est pas forcément le cas d'un PCA. Un PCA peut très bien être activé en interne sans que la population soit avertie. Donc, c'est très important de distinguer les deux plans. C'est ce que nous avons fait nous. C'est pour ça que nous avons 2 séparés, mais qui fonctionnent de concert quand c'est obligatoire. Et ça nous est arrivé, par exemple, pendant les événements du mois de novembre de l'année dernière. Nous avons activé d'abord le PCS et ensuite le PCA, puisque nous avions à ce moment-là un problème de mise à disposition du personnel, notamment éloigné, qui ne pouvait pas se rendre sur ces lieux d'intervention. Donc, il a fallu activer le PCA à ce moment-là pour faire venir d'autres personnels. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Hein, ce n'est pas une présentation magistrale. Hein, s'il y a des demandes d'explications ou d'éclaircissement, on peut interrompre le PowerPoint à tout moment. Hein. Alors, dans quel cas le PCS vient compléter le PCS? Le PCA vient compléter le PCS. C'est ça qui est important. Donc, nous prévoyons une réorganisation des services afin de faire face à une pénurie de personnel ou à une indisponibilité des outils de travail. C'est ce qui peut arriver notamment dans le cadre d'une inondation. On l'a vu pour certaines communes qui ont été fortement impactées, c'est-à-dire la rupture de tous les moyens de communication, de tous les moyens informatiques, tous les outils, qui font appel à de la technologie avancée. Et d'un seul coup, on se retrouve sans moyens de communication. Donc là, c'est vraiment là que le PCA va faire la différence. Dans le but, bien sûr, de maintenir toujours les missions essentielles de service public. Je vous rappelle que le PCA est vraiment tourné vers le service public. Le PCS, lui, définit la mise en place d'une organisation dédiée à la gestion d'un événement majeur. Cet événement majeur, par contre, lui, peut avoir des impacts sur le fonctionnement des services publics. Et c'est en ça que les deux vont s'articuler. Donc, ce sont 2 documents opérationnels. C'est ça qui est important aussi à expliquer, c'est que le PCA n'est pas un document administratif. Il est, à l'exemple du plan communal de sauvegarde, un document purement opérationnel, c'est-à-dire qu'il va organiser la réaction de la collectivité afin de maintenir la qualité du service public et la disponibilité du service public. Et c'est une mission essentielle. Je vous rappelle que le service public est inscrit dans la Constitution et qu'il doit être maintenu coûte que coûte. Donc, 2 documents opérationnels complémentaires et dont le maintien du service public est bien sûr une composante centrale. Les documents qui prévoient chacun un accompagnement à un retour à la normale, avec des objectifs qui peuvent différer, mais qui sont parfois concordants. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 2 plans doivent obligatoirement intégrer le retour à la normale, ce dont tout à l'heure parlait Michel, peut-être un plan de retour à la normale qui viendrait compléter le PCS. En tous les cas, nous, dans nos 2 plans, le retour à la normale est forcément intégré, notamment l'accompagnement des populations dans certaines démarches administratives qui n'auraient pas pu être assurées ou qui ne pourraient pas être assurées, je dirais, par des prestataires habituels. Donc là, la collectivité viendrait se substituer et aider les gens à retrouver une vie normale. Alors, dans quel cas le PCA vient compléter le PCS, toujours?
Nous, historiquement, notre plan de continuité des activités a été élaboré avant le plan communal de sauvegarde. Parce que lorsque la fameuse pandémie grippale AH5N1, pardon, c'est-à-dire la grippe aviaire, est tombée sur nous sans prévenir dans les années, fin des années 2000, il a fallu qu'on comprenne, je dirais, comment fonctionnait notre propre collectivité, puisque chacun avait une vision partielle du fonctionnement de la collectivité, parce que chacun avait la vision de son propre fonctionnement, mais ne comprenait pas, à la limite, comment son fonctionnement venait s'intégrer dans, je dirais, dans les rouages de fonctionnement de l'intégralité de la collectivité. Donc, il a fallu qu'on porte une vraie réflexion là-dessus. Donc, on s'était bien sûr appuyé sur le plan national tel qu'il avait été élaboré à l'époque par le ministère de la Santé. Et puis, bien sûr, ce plan a fait l'objet d'une réactualisation dans le cadre de la pandémie grippale AH1N1. Vous savez, ces fameux centres de vaccination que nous avions été obligés d'ouvrir dans les communes pour pouvoir vacciner un maximum de population suite à l'intervention, bien sûr, de Mme Bachelot. Donc, il avait fallu, là aussi, de nouveau réfléchir au fonctionnement de notre collectivité, notamment la destination, la requalification notamment de certains ERP, et puis comprendre quelles étaient nos obligations en matière de respect des normes sanitaires en vigueur, ce qui n'était pas forcément compris et intégré par l'ensemble de la collectivité. Donc, il a fallu se remettre en cause sérieusement à ce moment-là. Donc, le plan communal de sauvegarde de la ville de Grasse, grâce, je dirais, au PCA, a été élaboré à partir de ce PCA. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que le PCA avait l'architecture qui correspondait à ce moment-là à l'architecture future de notre PCS, à quelques exceptions près et à quelques particularités près. Donc, pour la collectivité, nous, c'était bien sûr qu'on partait déjà d'un document qui préexistait, avec la possibilité, bien sûr, de prévoir le manque de disponibilité d'une partie du personnel, mais aussi de l'outil de travail. Ça nous a beaucoup aidé dans l'élaboration du PCS, puisqu'on a immédiatement intégré, nous, la possibilité qu'une partie de notre personnel ne serait pas disponible. Donc là, nous avons fait un travail assez conséquent avec les ressources humaines de la ville de Grasse, c'est-à-dire un inventaire complet je dirais, des caractéristiques des agents. Voilà, tout simplement. Et pour savoir qui pourrait être là et qui ne serait pas là en cas d'événement majeur sur la commune impactant le fonctionnement des services, tels qu'une inondation, par exemple. Un PCS, c'est un plan qui prévoit, en fonction des événements, je dirais, ou des scénarios qu'on a pu élaborer ou qu'on a pu anticiper, qu'on a pu mettre au point, ce sont des actions qui sont mises en application en fonction d'un événement qui a des caractéristiques qui lui sont propres, c'est-à-dire sa gravité, son évolution, sa cinétique, etc. Donc là, on sait faire face techniquement et avec une organisation dédiée. Seulement, cette organisation peut être mise à mal justement par la typologie même de l'événement majeur sur la commune, notamment, par exemple, des phénomènes d'intempéries intenses. Je pense à, comme nous sommes dans les Alpes-Maritimes, à flanc de montagne, ça peut être de la neige, ça peut être des événements de type méditerranéen ou cévenol, si vous préférez, et une partie du personnel, par exemple, ne serait pas disponible. On s'est aperçu à l'analyse des fichiers du personnel qu'en fait, à la mairie de Grasse, environ 40% du personnel n'habitait pas sur la commune et qu'une grande partie du personnel était très éloigné de ces lieux potentiels d'intervention ou sur des lieux sur lesquels il serait utile et efficace. Donc, il a fallu en tenir compte dans nos scénarios. Donc, pour chaque type d'événement, bien sûr, on définit des moyens techniques, des moyens humains et des moyens organisationnels dans notre plan communal de sauvegarde, mais en complément, il va falloir qu'on voit à travers le PCA comment ces organisations pourraient être affectées en cas de manque de personnel. Donc, les missions à réaliser, souvent, sont conçues en partant du principe que nous allons avoir 100% des effectifs à disposition. Or, ça n'est pas le cas. C'est bien ce qu'on a vu notamment dans le drame qui s'est joué dans la Vésubie, dans la Tinée, dans la Roya. On a bien vu qu'une grosse partie des moyens techniques et des moyens, par exemple, du département ne pouvaient pas être disponibles suite aux coupures de route, etc., des moyens de communication. Bien sûr, l'événement a été d'une ampleur telle que même un PCS et un PCA bien organisés n'auraient pas pu y faire face, mais ça nous donne une idée de l'organisation que nous devons penser en amont
afin de prévenir au maximum, je dirais, les pires scénarios auxquels on pourrait être, bien sûr, exposé. Donc, notre PCA, et les PCA en général, nous pensons qu'ils doivent prévoir une gestion des compétences permettant d'avoir le personnel nécessaire à la fois à la gestion de l'événement et au maintien du service public. Je m'explique. Il faut qu'on puisse avoir une fiche d'identité complète du personnel. Donc, ça va bien au-delà, je dirais, de l'affectation habituelle de nos personnels qui sont, je dirais, calés dans des services avec des missions précises au jour le jour. Dans le cadre routinier, ces gens sont des experts dans leur domaine, dans leur métier, savent exactement ce qu'ils ont à faire, quand le faire et comment le faire. Dans le cadre d'un événement majeur, de type inondation, de type intempéries intenses, puisque la Grasse, c'est principalement, je dirais, le phénomène qui nous préoccupe le plus, c'est vraiment ce type-là, le phénomène de tempétueux ou d'inondation, c'est de réfléchir à savoir comment mobiliser le personnel qui est, lui, sur la collectivité, c'est-à-dire qui habite à proximité et qui peut intervenir dans d'autres domaines que sont les leurs en fonctionnement habituel. Donc là, on a fait un gros travail au niveau des ressources humaines pour essayer de faire une fiche d'identité de chaque agent pour savoir quelles sont ses compétences. Ses compétences internes, ses compétences qu'il utilise de manière habituelle dans le fonctionnement des services, mais aussi ses compétences qu'il peut avoir, je dirais, en dehors de la collectivité. Donc là, on a fait, on a fait un sondage, je dirais, pratiquement agent par agent pour savoir ce qu'il savait faire en dehors de ses métiers habituels. Et ça, c'est important puisque nous privilégions bien sûr la mobilisation des personnels qui habitent sur la commune pour éviter d'exposer bêtement des personnels qui les chercheraient à nous rejoindre dans des conditions, je dirais, problématiques et qui pourraient être dangereuses pour lui, ou alors des personnels qui ne pourraient absolument pas nous rejoindre parce qu'ils ne seraient pas joignables, ni ils ne pourraient pas rejoindre je dirais, leur lieu d'intervention. Le PCA est conçu pour faire face à une défaillance systémique de la collectivité par la gestion des compétences et des caractéristiques de l'ensemble du personnel. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc là, on va gérer les compétences extra-professionnelles. On va tenir compte de l'éloignement du lieu d'habitation du personnel, donc c'est-à-dire son temps d'intervention, son délai d'intervention et dans certains cas, je dirais, l'exposition au risque qu'on lui ferait courir si on lui demandait de revenir sur son lieu d'intervention. Sa mobilité, quels sont ses moyens de transport? C'est important de savoir si l'agent est mobile. S'il ne l'est pas, ce n'est pas la peine de le faire venir ou ce n'est pas la peine de compter sur lui. Est-ce qu'il a des contraintes familiales? C'est-à-dire, dans le cadre d'un sinistre, d'un événement majeur, est-ce que la personne est susceptible de venir? Il y a d'autres critères qu'on pourrait aussi intégrer, notamment, je pense, aux sapeurs-pompiers volontaires qui travaillent sur la commune, notamment, on a quand même beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires qui pourraient bien sûr être, eux, réquisitionnés par le SDIS 06 ou certains autres. Nous avons aussi des gendarmes réservistes réquisitionnés par le préfet des Alpes-Maritimes et qui, bien sûr, d'un coup, ne seraient plus disponibles pour nous. Donc, il faut aussi qu'on tienne compte de ça. Il y a d'autres caractéristiques. Vous pouvez, dans le cadre de la gestion du personnel, prévoir tout ça. Donc, nous avons une liste assez exhaustive que nous renouvelons en permanence en fonction, bien sûr, des entrées et des sorties du personnel au sein de la collectivité. Nous avons plus de 900 agents et nous avons un roulement assez important quand même de personnel, de perte de compétences, quelquefois, qui pourrait nous mettre dans une situation assez dramatique. Je pense notamment à notre personnel qui a le permis poids lourd, parce que nous avons plusieurs moyens lourds qui nécessitent le permis poids lourd. Et bien sûr, nous essayons de conserver un effectif ayant, par exemple, ce type de permis au maximum, de telle manière à ce qu'on soit pas, qu'on ait le matériel, mais qu'on n'ait personne pour le piloter. Ce serait quand même un peu embêtant. Donc, le PCA, en cas d'activation du PCA, c'est consulté pour savoir de quelles compétences nous avons besoin. Par exemple, dans le cadre d'une inondation, d'intervention sur le terrain, eh bien, nous avons la nécessité de savoir de combien d'effectifs nous avons besoin, de quel personnel nous pouvons mettre en alerte, en fonction bien sûr des caractéristiques mentionnées précédemment, de quel service nous avons absolument besoin et de quel service nous pouvons mettre en sommeil en attendant la fin de l'événement. De quelles missions peuvent se faire à distance. Là, aujourd'hui, on le voit bien, la question du télétravail est devenue centrale au sujet de la Covid-19. Le télétravail est une question épineuse, notamment en termes de moyens. Quelles missions peuvent se faire à distance, bien entendu,
soit à partir du domicile, soit à partir d'autres points fixes qui seraient mis à disposition des agents. Donc ça, c'est plus pour des fonctions administratives que bien sûr techniques. Quels sont les matériels et les outils à prévoir et quelle est la résilience, bien entendu, de ces systèmes. Ce sont deux documents, le PCS et le PCA, qui sont par essence des documents qui font état de situations de travail nouvelles et ou dégradées. Il faut donc que ces deux plans, à notre sens et à mon sens, prévoient aussi de préserver, au-delà de préserver bien sûr la sécurité et la santé des citoyens, ça c'est quand même essentiel, de préserver la santé et la sécurité de nos agents sur le terrain. Donc, comme on va travailler en fonctionnement dégradé, notre document unique d'évaluation des risques professionnels, je dirais, vient aussi s'annexer à ces deux plans. Forcément, dans les missions qu'on va confier à nos agents, doit forcément, au mieux déjà de nos connaissances et de ce que nous pouvons faire, évaluer le risque auquel on va les exposer. Des risques nouveaux ou des risques changeants ou des risques, je dirais, qui vont changer d'intensité par rapport à un fonctionnement normal. Je m'explique. Les agents de la collectivité vont faire face à des dangers, des modes d'exposition qui devront nécessairement être repris en considération, réévalués. C'est un travail qui peut s'anticiper, mais c'est un travail aussi qui peut, je dirais, se faire a posteriori, grâce notamment au retour d'expérience. Le retour d'expérience qui est quand même fondamental dans l'exploitation de nos deux plans et qui font partie intégrante notamment de la notion de retour à la normale. Dans le retour à la normale, nous avons bien entendu, je dirais, exigé des retours d'expérience et dans le temps, notamment étagés dans le temps, à chaud, à froid, et ce qui va nous permettre souvent de réévaluer les situations, et notamment dans le cas du document unique des risques professionnels, réintégrer ces nouveaux risques dans notre DU. Donc là, dans la première phase importante ici, ça va être l'identification des dangers, l'évaluation des nouvelles situations à risque ou de la réévaluation des situations à risque parce que les modes d'exposition auront changé. Bien sûr, la mise à jour du DURP, l'information des agents et de leurs représentants. J'irai au plus loin que l'information simple des agents, il faut aussi informer les instances représentatives du personnel. Faire un plan de prévention spécifique qui sont annexés au DUR et qui sont spécifiques au PCS et au PCA. Et bien entendu, derrière, un plan de formation si nécessaire. Voilà. J'en ai terminé pour, je dirais, la présentation un peu rébarbative à travers ce PowerPoint. Je vous remercie de votre attention. Et puis maintenant, si on peut échanger, nous n'avons pas la science infuse à Grasse, nous ne prétendons pas tout savoir et avoir tout inventé. Nous sommes aussi preneurs des échanges que nous pourrions avoir avec d'autres collectivités, d'autres expériences et d'autres manières de faire, bien entendu. Nous sommes ouverts tous ensemble à un échange fructueux, je l'espère. Je vous remercie de votre attention et maintenant, place au dialogue. Qui veut reprendre la main? Alors, je ne sais pas si, Yvonne, tu vois le commentaire, il y a Marlène qui dit que c'est un apport très intéressant pour approfondir la connaissance de ce dispositif. Voilà. J'ai pas eu de commentaires. Comment tu les affiches, les commentaires, Élodie? Alors, si vous voulez communiquer par écrit, est-ce que si vous avez des problèmes avec vos micros, les commentaires sont dans la barre de tâches en haut. Vous avez un petit icône avec une bulle qui vous permet de suivre le fil de conversation. Ah, d'accord. Okay, à côté de la petite main pour si vous voulez aussi échanger pour éviter de… Alors, là, ça mouline. Yeah. Hop, afficher la conversation. Ça mouline. Ah, voilà. On a plusieurs communes qui sont présentes, donc est-ce qu'elles veulent peut-être nous faire part de leur expérience aussi?
Oui, si on peut avoir des échanges sur peut-être les façons que certaines collectivités, elles, se sont organisées. On est aussi, nous, preneurs à Grasse, même si on a beaucoup travaillé sur le sujet, on a peut-être loupé des choses, on a peut-être aussi des axes de réflexion à avoir sur certaines thématiques. Oui, pourquoi pas. Moi, je suis preneur de tout. Hein. Voilà, c'était pas une présentation, je dirais, magistrale. Hein. C'était dans le but de provoquer je dirais, l'échange, la critique, si nécessaire. Alors, on a Monsieur Tassi, donc c'est représentant de commune de Gignac qui dit puisque le PCA est non obligatoire, comment mobiliser le personnel en mode dégradé? Donc, il n'a pas de Le micro. rôle des élus aussi dans le PCA. Alors, ah oui, j'ai oublié le rôle des élus. Alors, par contre, je ne sais pas s'il m'entend. Je pense que oui, monsieur, Ouais. il doit t'entendre, c'est qu'il ne doit pas avoir de micro. De micro. Non, je vous entends totalement, oui. René Tassi, voilà. Super. Bon, Monsieur Tassi, bonjour. Effectivement, vous avez raison, le rôle des élus dans le PCA est fondamental, même dans le PCS d'ailleurs. Hein. Je dirais que si les projets, les outils ne sont pas portés par des élus, ça pose problème. Donc, le rôle des élus dans le cadre d'un PCA, il est essentiel parce qu'il faut faire comprendre à l'ensemble et c'est pour ça aussi que j'ai cité les représentants du personnel, il est absolument nécessaire que les agents sentent que les élus sont impliqués. Dans le cadre d'un plan de continuité des activités, il est tout à fait intéressant de faire comprendre à l'ensemble, notamment des agents qui sont en charge des missions essentielles du service public qu'on doit maintenir coûte que coûte, qu'ils sont absolument nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Donc, nous, ce que nous avions fait à l'époque du PCA grippe aviaire, qui remonte quand même, je dirais, à une douzaine d'années en ce qui concerne Grasse, c'est que nous avions fait une information des services concernés et de l'ensemble de la collectivité. Nous sommes pour ça appuyés sur, bien entendu, les ressources humaines et les élus porteurs des projets avaient été les élus, à l'époque, l'élu représentant le personnel, l'élu en charge du personnel, l'élu en charge des risques majeurs sur la commune. Et puis, nous avons une particularité à Grasse, nous avons ce qu'on appelle un service communal d'hygiène et de santé, qui fonctionne avec l'ARS. Et l'élu qui était en charge aussi du service communal d'hygiène et de santé, à l'époque, était intervenu. Et nous avions fait des séances d'information et ensuite, nous étions passés par une formation du personnel sur ce caractère essentiel des missions de service public. Voilà. Donc, effectivement, le PCA n'est pas obligatoire, il n'a pas été rendu obligatoire dans les collectivités territoriales, ils ne sont pas allés jusqu'à le rendre obligatoire dans la fonction publique territoriale. Ça nous a un peu étonnés, nous, en sachant que à la fois le PCA n'est pas obligatoire, mais d'un autre côté, le service public, il est inscrit dans la Constitution et on le doit à l'usager du service public. On doit le maintenir coûte que coûte. Donc, si on n'a pas de PCA, ça paraît difficile de fonctionner en mode dégradé. Donc, mais la question complémentaire, hein, c'était, puisque donc on demande à des personnes peut-être d'être employées à des rôles différents, est-ce qu'on passe sur des réquisitions, du volontariat? Comment ça fonctionne chez vous? Alors, bien entendu, le volet réquisition, il est dans les deux plans. Il est dans le plan communal de sauvegarde et dans le plan communal d'activité. Le pouvoir de réquisition du maire, il est affiché clairement et l'ensemble des agents connaissent ce pouvoir de réquisition. Dans le cadre du PCA, nous ne sommes pas allés jusqu'à la réquisition. Nous sommes allés jusqu'à identifier des personnels qui avaient des compétences peut-être qu'ils n'utilisaient pas dans le cadre de leur mission habituelle et vers lesquels nous sommes tournés. C'est-à-dire nous sommes allés carrément les voir pour leur dire que potentiellement, dans le PCA, nous pourrions faire appel à eux pour d'autres missions. L'avantage de la fonction publique, c'est que quand même, nous avons les fiches de poste et certains agents, dans leurs fiches de poste, il est bien signifié clairement qu'ils sont susceptibles d'être réquisitionnés de manière, je dirais, sans passer par un arrêté du maire, à une nouvelle organisation. D'accord, ça c'est important. Mon autre question, y a-t-il une organisation du style directeur des opérations dans le PCA, si c'est un élu ou si c'est une personne de l'administration? Alors, dans le cadre du PCA… PCA seul, à chaque fois je parle. Le PCA seul. PCA seul. Alors, dans le cadre du PCA seul, quand nous l'activons toujours en informant, bien sûr, l'autorité territoriale, soit ce qui nous concerne, c'est le maire. Il y a un
du PCA, c'est l'élu en charge du personnel. Et bien entendu, le directeur, enfin celui qui fait fonctionner le PCA, c'est le directeur général des services. Donc là, c'est lui qui assume l'ensemble de la responsabilité de l'activation du PCA. Donc on n'a pas on n'a pas de directeur des opérations de secours comme dans le PCS. Nous n'avons pas, voilà, nous avons un responsable de l'action communale, hein, nous avons un RAC, mais nous n'avons pas de DOS. Merci. Bonjour, j'ai levé la main, j'avais une question. Justine Rivière de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous Oui. avez répondu en partie dans votre réponse précédente. J'étais Oui. intéressée par le recensement des compétences des agents et je voulais savoir justement de quelle manière vous aviez procédé et sous quel format c'était tenu, comment faisiez-vous les mises à jour, voilà, un petit peu savoir comment vous étiez organisé à ce niveau-là. Alors, dans le cadre du recensement des compétences, nous appuyons souvent, très souvent, dans le cadre du recrutement nouveau, bien sûr sur les curriculum vitae, parce que sur les curriculum vitae, souvent les personnes qui demandent à intégrer la collectivité, dans le cadre d'embauche nouvelle, nous appuyons dessus. Et nous intégrons ça dans notre logiciel. Nous avons un logiciel de ressources humaines qui s'appelle Cyril. Enfin, je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, ça fait partie de ces gros logiciels de gestion de ressources humaines. Et bien entendu, dans les dossiers des agents, dans les dossiers papier, nous leur demandons de nous fournir l'intégralité, s'ils le veulent, hein, s'ils le souhaitent, il n'y a aucune contrainte, de nous fournir l'ensemble des diplômes ou des compétences ou je dirais, des formations qu'ils ont suivies. Et bien sûr, nous faisons une analyse au niveau des ressources humaines de toutes ces compétences que nous intégrons, bien entendu, dans les dossiers papier, dans le logiciel Cyril, et qu'ensuite nous reprenons à travers les fiches de poste. Et dans le cadre des entretiens depuis quelques années, ça fait l'objet d'un échange obligatoirement avec l'agent. C'est-à-dire que l'agent, on ne se contente pas d'un entretien bateau, basique, un entretien professionnel. Nous allons beaucoup plus loin en lui demandant s'il a d'autres compétences qu'il pourrait mettre je dirais, en application au sein de la collectivité dans le cadre d'un fonctionnement dégradé. Alors, pas forcément dans le cadre d'un fonctionnement dégradé, puisque ça fait partie aussi de la mobilité que nous devons assurer aux agents de la fonction publique. Donc, tout ça fait partie d'un échange et nous nous servons beaucoup, beaucoup de l'entretien professionnel et des fiches de poste dans lesquelles nous annexons, comme j'ai dit tout à l'heure, je dirais des compétences dont on pourrait avoir besoin dans le cadre d'un plan de continuité des activités ou dans le cadre d'un plan communal de sauvegarde. Donc, nous faisons. Alors, ça s'est fait au fil du temps, hein. Ça peut se faire d'un seul coup, c'est assez compliqué. Nous avons une expérience qui date de plus de 10 ans maintenant en la matière et nous nous servons de tous les outils de gestion RH pour faire ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est parfait, merci beaucoup. Et j'insiste, hein, pour revenir à ce que disait M. Tassi tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment impliquer les élus. Alors, ce n'est pas la peine de les impliquer tous, puisque quand vous avez beaucoup d'élus, tout de suite, les choses ont tendance à se diluer, à se disperser. Ce qu'il faut, c'est bien cibler les bons élus, ceux qui vont vraiment vous appuyer et vraiment vous servir de relais et quelque part nous donner une certaine légitimité, parce que la légitimité des élus permet aussi de faire avancer les choses au niveau de certains hauts cadres de l'administration qui pourraient ne pas comprendre tout l'intérêt d'un plan de continuité des activités. Parce que chacun veut que son service fonctionne à 100% et quelquefois, ils ont du mal à comprendre qu'on a besoin d'une partie de leur personnel pour boucher les trous, pour assurer d'autres missions. Et voilà, sans cet échange-là, le PCA ne peut pas fonctionner. Bon, j'ai de nouveau une question, du coup, s'il n'y a personne qui a besoin de la parole. Nous, on a réfléchi, hein, on a mis en place un PCA au sein de la métropole. On a plusieurs niveaux, notamment selon le niveau d'absentéisme, etc. Et je voulais savoir, vous, comment vous avez procédé, en fait. Est-ce qu'aussi vous avez plusieurs niveaux? Est-ce que vous avez plusieurs types de missions? Voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. Alors, oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous avons mis en place aussi, puisque nous sommes partis toujours de ce fameux PCA grippe aviaire, et nous sommes partis du principe, nous avons 2 étages à la fusée. Nous avons un absentéisme de 25% et un absentéisme de 40%.
Donc, nous avons imaginé 25% du personnel absent ou qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail et 40% aussi des effectifs. Et à ce moment-là, bien sûr, à 40%, nous n'avons pas le même niveau d'exigence en matière de services publics. Donc, on sacrifie encore plus de services publics à 40% d'effectifs absents, en sachant que les missions régaliennes, de toute façon, notamment de police municipale et d'état civil, sont peut-être les 2 derniers services publics qu'il faut maintenir coûte que coûte. Donc, effectivement, nous avons 2 cas de figure dans notre PCA, un cas de figure de 25%, jusqu'à 25% de l'absence et jusqu'à 40% d'absence. Donc, c'est encore René Tassi, puisque je ne lève pas la main, mais je vois que je peux. Pour vous, un fonctionnement dégradé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que pendant les congés, mettons d'été, où on se retrouve en général avec moins de personnel, puisque des gens partent en congé, est-ce que ça peut être une situation qui peut devenir une fonction dégradée? Et à ce moment-là, est-ce que vous faites, vous rappelez les gens qui sont en congé? Alors, là, c'est vrai que je dirais, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est effectivement les grandes périodes de vacances, les vacances, ce qu'on appelle les grandes vacances scolaires. Donc, ce qui nous pose problème, c'est les vacances de Noël. C'est là où, en général, on a quand même la plus grande probabilité d'avoir des intempéries sur notre commune. Nous avons les vacances d'hiver et, bien sûr, les vacances d'été. L'absentéisme lié aux vacances est intégré dans le PCA. Parce qu'on sait que là, on va vite, non pas arriver à 25% d'absents, mais à 40%. Donc, il faut savoir que dans certains services de la collectivité, je dirais un taux d'absentéisme maximum est autorisé, c'est-à-dire que tous les agents ne peuvent pas partir en même temps en vacances. C'est le cas notamment de certains services techniques où on doit maintenir un service en fonctionnement avec un minimum de personnel. Par contre, là, on sait que si on a un coup dur, je dirais 100% des effectifs, on les a déjà là et que rappeler des gens qui sont en vacances à l'autre bout de la planète, c'est pas possible. Donc là, effectivement, nous anticipons un mode dégradé immédiat, c'est-à-dire qu'on passera en mode dégradé tout de suite et on fera fonctionner le service avec le personnel qu'on a sur place. Et c'est là tout l'intérêt de savoir si on a des agents dans d'autres services administratifs qu'on peut suspendre notamment momentanément, de savoir si ces gens ont des compétences annexes dont on peut se servir pour intervenir auprès de la population sur le terrain. Les grandes périodes de vacances, par contre, nous, en fonctionnement en interne, les agents savent parfaitement qu'ils doivent partir sous forme de roulement et qu'ils ne peuvent pas tous partir en même temps. Notamment, c'est le cas au mois d'août. Les services techniques qui sont maintenus avec des effectifs nous permettant de faire face à des événements, alors pas aussi catastrophiques qu'on a vu ces derniers temps, mais au moins à des événements auxquels on peut faire face. Donc, on a tout dimensionné de telle manière à ce que ces services puissent répondre à un événement majeur sur la commune. Oui, en fait, la question qui était aussi sous-jacente, c'était est-ce que vous avez eu une réaction des syndicats vous disant il y a déjà un problème de personnel en temps normal, est-ce que vous n'allez pas vous servir du PCA pour justement pallier à ce problème d'effectifs? Alors, quand nous avions présenté le plan de continuité des activités à l'époque, et quand on l'avait remis à jour en 2009 et quand on l'a remis à jour l'année dernière dans le cadre du renouvellement et de la mise à jour parce qu'on avait changé d'organigramme à la mairie, donc on a remis à jour notre PCA. La discussion avec les représentants du personnel se sont passées de manière assez facile. On n'a pas eu de difficultés particulières avec aucun des 3 syndicats représentatifs du personnel à la mairie de Grasse. Il y a eu des questions sur les modes notamment de réquisition. C'est plus la question sur le pouvoir de réquisition du maire qui est venu sur la table que le fait de se servir d'un plan de continuité des activités pour maintenir des personnels en activité et les empêcher de partir en vacances. Je ne me souviens pas d'avoir eu ce genre de conversation avec eux en réunion avec le maire et avec les différents chefs de service. La question était plutôt sur quand et comment le maire peut utiliser son pouvoir de réquisition du personnel. C'est plutôt ça qui est venu sur la table. Mais on n'a pas eu de difficulté particulière, non. Il y a Madame Marlène Marly qui voulait poser une question, si elle veut prendre la parole.
Alors, oui, bonjour, ça coupe régulièrement, hein, c'est pour ça que je l'ai posé par écrit. Alors voilà, lors d'une crise majeure, j'ai remarqué que souvent il y a des personnes qui se proposent bénévolement, bien sûr, et spontanément pour intervenir avec des expertises. Et elles ne sont pas répertoriées donc, dans les mairies. Alors, je donne un exemple clair. Par exemple, moi, j'ai comme voisin un adjudant de pompier, un PH, un praticien hospitalier. Toutes ces personnes, enfin, ces deux personnes travaillent dans les dans le Var. Mais à la mairie, les gens ne savent pas que ces personnes sont sur la commune. Voilà, c'est ma question, c'est-à-dire c'est surtout pour une crise majeure, quoi. Alors, pour une crise majeure, vous avez quand même un outil qui est quand même pas forcément facile à mettre en place, mais quand même d'une grande utilité. C'est bien sûr la réserve communale de sécurité civile ou intercommunale de sécurité civile qui répertorie un certain nombre de personnes qui se portent volontaires et bénévolement et avec peut-être je dirais des compétences particulières. C'est un peu le rôle de cette réserve de sécurité civile. Au-delà de ça, et c'est vrai que nous avons eu des coups de téléphone à la dernière grosse intempérie du mois de novembre de la dernière grâce où quand même il était tombé une quantité impressionnante d'eau. Nous avons des gens qui se sont proposés spontanément. Dans ce cas-là, nous avons un numéro de téléphone qui est dédié à ça et nous avons une personne qui fait la liste des gens qui se proposent à donner un coup de main. Et voilà, ce que nous leur répondons, c'est en cas de nécessité, on vous rappellera. On n'a jamais eu l'occasion à l'heure actuelle de pratiquer ce genre de choses à Grasse, puisque les événements qu'on a eus n'ont jamais dépassé nos capacités. Fort heureusement, je dirais, on touche du bois. Mais c'est l'essence même de la réserve communale de sécurité civile. Et là, je vous engage, si vous ne l'avez pas, à essayer d'en mettre une en place. Bon, j'ai encore une question. Justine Rivière, toujours de la métropole. Donc, quand on s'est penché sur notre PCA, c'est vrai qu'il y a des missions nouvelles qui arrivent avec ces périodes de crise. Ouais. Parce qu'on sait recenser nos missions obligatoires, vitales, etc. Mais c'est vrai que comment vous avez géré du personnel supplémentaire pour des missions nouvelles qui n'étaient pas forcément recensées? Est-ce que vous prévoyez une petite réserve de personnel? Voilà, je voulais savoir comment vous étiez organisé à ce sujet. Alors, en ce qui concerne les tâches administratives, puisque le PCA est vraiment, je dirais, plus tourné vers la gestion de notre propre fonctionnement, effectivement, nous avons un réservoir d'agents administratifs, parce que nous avons beaucoup par exemple, de mairies annexes. Nous avons les agents du CCAS qui peuvent très bien se retrouver sans activité pour certaines raisons, notamment lors du confinement, lorsque nous avons mis en place notre PCA. La question s'est posée notamment pour la distribution des masques. Effectivement, là, nous avons fait appel à un réservoir d'agents communaux qui étaient sans activité, qui étaient confinés et qu'on a rappelés dans le cadre de la mise en place, notamment d'un standard téléphonique avec 6 lignes d'appel. Donc là, nous avons recruté des agents. Nous avons aussi recruté beaucoup d'agents pour la récupération des masques qui étaient fabriqués sur la commune. Nous avons recruté des agents qui étaient en relation avec, par exemple, toutes les entreprises qui étaient susceptibles de nous livrer des masques en tout genre, parce qu'on a essayé de racler les fonds de tiroir à cette époque, parce que chacun allait à la pêche aux masques. Donc, effectivement, nous avons là fait appel, dans le cadre du précédent confinement, nous avons fait appel à un réservoir d'une centaine d'agents administratifs ou techniques qui étaient disponibles du fait du confinement et puis de l'inactivité totale de certains services de la commune. Alors, effectivement, c'était des missions nouvelles pour lesquelles nous n'avions rien prévu en termes de formation et d'information. Et là, malheureusement, on a fait ce qu'on a pu et on a réagi, je dirais, au coup par coup. Et bien entendu, ça a fait l'objet d'une modification de notre PCA depuis. On l'a intégré. Alors, pour une mission nouvelle, telle qu'elle nous est arrivée au mois de mars, il a fallu, je dirais, improviser dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire trouver des nouveaux moyens d'organisation du travail, de protection des agents, puisque je suis aussi en charge des risques professionnels à la mairie de Grasse. J'intègre systématiquement aussi l'évaluation des risques. Et là, il a fallu faire appel aux agents
Et surtout, il a fallu faire appel à des agents dont on savait que la santé ne posait pas de problème. Donc là, il s'est posé aussi le délicat problème du secret médical. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus exposer des agents à ce coronavirus, alors que les agents étaient de bonne volonté, ils voulaient venir travailler. Donc effectivement, pour des situations nouvelles, comme celle-ci, malheureusement, nous n'avions rien prévu. Notre PCA nous a simplement permis d'avoir un fichier dans lequel nous avions compilé un certain nombre de compétences auxquelles nous avons fait appel, bien entendu, à ce moment-là, par ordre de priorité, et en fonction du refus ou de l'acceptation de l'agent, nous avons appelé chaque agent à chacun son tour. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, là, par contre. Si, merci. Voilà. Oui, René Tassi, je reprends la main. Il y avait Madame Marie, c'est ça? Ou Monsieur Marie, c'est la réserve communale de sécurité civile, un outil essentiel quand il existe. Oui, quand il existe, oui. Ça reste toujours un problème, ces mises en place de réserves de sécurité civile, parce que quelque part, les préfets mettent beaucoup la pression sur les collectivités pour qu'on instaure ce genre d'organisation, mais c'est le seul moyen efficace que nous avons et cohérent que nous avons d'intégrer des bénévoles, des volontaires, par exemple, à des missions de sauvegarde. Parce que sinon, je dirais prendre en charge des gens que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas le parcours, les compétences, l'état de santé, l'état physique, voilà, de les prendre en charge à la minute, parce que la personne nous appelle, parce qu'on a un gros événement sur la commune et il veut donner un coup de main, et c'est compréhensible, il y a beaucoup de gens qui se proposent à donner un coup de main. La prise en charge de ces personnes-là, au coup par coup, au dernier moment, sans savoir à qui on a affaire, c'est extrêmement compliqué, et c'est surtout extrêmement compliqué de les envoyer au-devant du danger, de leur faire prendre des risques, et peut-être même de provoquer un accident voilà, plus ou moins grave. Donc, la réserve communale de sécurité civile ou intercommunale de sécurité civile, c'est l'outil prévu pour ça et dimensionné pour ça et qui nous permet quand même d'avoir un certain confort. Prendre en charge des gens au coup par coup parce qu'ils nous téléphonent le jour de l'événement pour se mettre à disposition, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et ça pose des tas de problèmes en termes de responsabilité civile et pénale. Oui, monsieur Tassi. Oui, la gestion de continuité de service, donc vous dites que la distribution de masques, vous l'avez intégré là-dedans. Alors après, on ne peut pas confondre grâce avec… c'est plutôt l'expérience qui a été intégrée dans le PCA. C'est-à-dire que la distribution de masques, en tant que telle, ne figure pas écrite comme ça, si vous voulez. C'est l'expérience qu'on a eue d'une situation nouvelle, comment on gère une situation nouvelle, imprévue, et comment on gère, je dirais, le vivier de personnel. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a travaillé. Alors, bien sûr, on a bien intégré aujourd'hui, on sait aujourd'hui comment distribuer des masques, et aujourd'hui, on sait le faire maintenant. Comme on avait inventé, si vous voulez, je dirais la création d'un centre de vaccination sur Grasse, du temps de la grippe H1N1, c'était quelque chose de nouveau pour nous, on ne savait pas comment faire, il a fallu tout inventer, et aujourd'hui, par exemple, on nous dirait, dans le cas de la découverte d'un vaccin qui permettrait de combattre ce coronavirus, et de dire, vous allez ouvrir encore un centre de vaccination sur Grasse, aujourd'hui, on sait faire. Oui. Grâce au PCA. D'accord. Donc, grâce, vous avez dit 700 personnes, enfin… 900 agents. Oui, oui, encore plus. Donc, oui, après, il faut regarder les dimensionnements d'autres communes où on n'a pas ces moyens-là, même si on a les mêmes contraintes, entre guillemets, et des fois même plus grandes, ne serait-ce qu'en superficie. Mais oui, la question était, est-ce qu'on peut envisager d'intégrer justement les élus dans l'organisation du PCA qui pourrait venir justement en complément de besoins? Alors, je ne parle pas de PCS, hein, je parle bien du PCA. Qui voient, ne serait-ce qu'un standard ou autre, des élus qui viendraient aider, puisqu'ils sont déjà d'astreinte des fois dans certaines communes la nuit, ne serait-ce que dans justement la gestion des problèmes. À ce moment-là, oui, on les intègre comme on intégrerait n'importe quel autre citoyen à travers la réserve de sécurité civile, bien entendu, dans le cadre notamment de la distribution des masques à Grasse, je dirais la moitié du conseil municipal a été impliqué à peu près. Hein. Donc ils ont participé à la distribution des masques. Ils ont pris des véhicules, on leur a confié des véhicules, on leur a confié des plans avec des
circuits de distribution avec les noms, les adresses, les machins. Et voilà, on leur a confié des véhicules avec des masques et puis ils sont partis en goguette distribuer les masques. Hein. On les a, bien sûr, on les a impliqués. Ils ont demandé à être impliqués de toute façon, les élus de quartier notamment. On demandait à être impliqués parce qu'ils sont proches de leurs usagers. Non, c'est ce qui a été fait sur notre commune dans tous les cas, mais c'était pour vous dire que bon, ce genre de choses, on peut l'intégrer sans être dans un PCA, mais vous avez dit que le PCA vous avait permis de le mettre en place. Oui. Voilà. D'avoir une meilleure gestion, quoi. Oui, voilà. Il ne faut pas perdre de vue que ça reste, comme le PCS, un outil purement opérationnel. Hein. Il ne faut pas que ce soit un document administratif qu'on met sur une étagère au-dessus de son bureau et qu'on regarde de temps en temps. Ce sont des outils opérationnels avec des fiches actions, des fiches missions qui sont bien détaillées, bien précises, et comme ça, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est pour ça que la distribution des masques nous a permis d'étoffer un petit peu ces fiches actions et à les modifier. Et puis, bien sûr, nous avons intégré l'ensemble des élus on a eu cette expérience, je dirais, à la fois malheureuse et heureuse, dans le sens où on s'était aperçu que quand même tout le monde était solidaire et que tout le monde était prêt à donner un coup de main. Mais il faut que ce soit pensé pour que l'efficacité de la réaction soit la meilleure possible. Après, on ne peut pas gérer, par exemple, un événement de type méditerranéen qui est arrivé dans la vallée de la Tinée récemment, enfin, ou de la Vésubie. Je dirais, malheureusement, on aura beau être les mieux préparés au monde, ce genre d'événement est tellement à une dimension telle que y faire face, ça relève de l'utopie. Oui, Madame Ponce? Madame Ponce a demandé la… Vous m'entendez? Non. Je vous écoute. Moi, j'ai que les initiales qui s'affichent. Hein. J'ai EP qui s'affiche là. Alors, on n'entend pas. Moi non plus, à mon niveau, je n'entends pas. Ah. Ah. Alors, à la rigueur, si elle veut poser la question par la conversation. Alors, posez la question par écrit. Je vais essayer d'y répondre. Si vous m'entendez, je vais essayer d'y répondre oralement. Donc, elle a simplement coupé son micro. Alors, en ce qui concerne les réserves communales, il faut peut-être pour les petites communes, c'est vrai que nous avons des moyens assez conséquents, puisque nous sommes une grosse collectivité avec des moyens assez conséquents. C'est peut-être plutôt de raisonner au niveau du territoire de l'interco à laquelle vous appartenez. Et nous, de toute façon, nous portons actuellement une réflexion importante sur la mise en place d'un plan intercommunal de sauvegarde pour essayer, et d'une réserve intercommunale de sauvegarde, pour essayer de raisonner plutôt en territoire global plutôt que commune par commune, en sachant que comme ça, nous pouvons peut-être éventuellement mettre nos moyens à disposition des communes qui font partie de par exemple, dans le cadre d'un PCS, dans le cadre d'un événement majeur, nos moyens, nos effectifs en place. Dans le cadre d'un PCA, c'est plus compliqué parce que même si ce sont des agents du service public et qui connaissent le fonctionnement d'une collectivité territoriale, passer d'une commune à une autre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des problèmes notamment de confidentialité, etc., qui vont vite se poser pour faire fonctionner un service administratif, par exemple. Donc, dans le cadre d'un PCA, c'est plus compliqué. Oui, effectivement, les réserves communales de sécurité civile ou intercommunales de sécurité civile sont des outils vraiment essentiels, quoi. Il faut vraiment, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se proposent comme bénévoles, et quand on veut monter une réserve communale de sécurité civile, c'est quand même, je dirais, voilà, c'est quand même, je dirais, une petite communauté qu'il faut apprendre à gérer, et puis à qui on fait signer une sorte de contrat et à qui on fait signer aussi je dirais, un règlement intérieur de fonctionnement, et qui quelquefois peut poser des problèmes ou quelquefois amène certaines réticences parce qu'on demande aux gens un certain nombre de choses à respecter, et ce n'est pas forcément toujours compris, quoi. Je dirais, la réserve communale de sécurité civile ne peut fonctionner que si elle a un règlement intérieur,
et si, bien sûr, elle est dotée de moyens, notamment en termes de formation adéquate. Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça y est, bon, ça y est, j'ai réussi à faire marcher le micro. Oui, je voulais revenir effectivement sur ce rôle vraiment essentiel des bénévoles de la réserve qui, nous, sur la commune de Venelle, sont intégrés entièrement dans les moyens humains, que ce soit dans le PCS ou dans le PCA. Voilà. Et effectivement, comme vous veniez juste de le dire, ils sont encadrés notamment par leurs cadres, qui sont eux-mêmes bénévoles. Ils sont encadrés effectivement aussi par un règlement intérieur et on fait appel à eux régulièrement pour toutes sortes de missions. Et ils font vraiment une partie essentielle des ressources au même titre quasiment que le personnel administratif de la collectivité. Oui, bah c'est exactement comme ça que… Alors, nous n'avons pas encore fait appel à la réserve communale de sécurité civile à Grasse, puisque nous avons toujours été en capacité de faire face aux événements qui ont frappé la commune, qui sont des événements qui ont une bien moins grande ampleur que ce qui a pu se passer chez nos amis de la Tinée, de la Vésubie ou de la Roya, ou même en 2015 de ce qui s'est passé à Cannes et à Mandelieu. À chaque fois, notre commune est passée à côté, quoi. On a été systématiquement épargnés. Donc aujourd'hui, nos capacités, je dirais internes, que ce soit matérielles, humaines ou organisationnelles, n'ont jamais été mises en difficulté. Donc, mais par contre, effectivement, la réserve communale de sécurité civile, c'est un outil important qu'il faut à condition, bien entendu, de leur fournir un cadre et notamment leur expliquer comment fonctionne la commune, par exemple, comment sont organisés les services, qui gère quoi, et leur donner des moyens techniques et des moyens aussi de formation et d'entraînement à une intervention. Donc, dans notre prochain exercice de sécurité civile que nous avons été obligés de reporter, bien sûr, la réserve sera intégrée à cet exercice, bien entendu. Nous, si vous voulez, sur la commune, une grosse partie, la majorité partie de ces bénévoles, en fait, partie de l'ancien comité feu de forêt. Donc, en ce qui concerne voilà, la connaissance du terrain de la commune, ils l'ont. Les formations, ils les ont forcément. Et effectivement, on essaye régulièrement de faire plutôt intervenir le côté des autres bénévoles qui ne sont pas sur le terrain toute la saison feu. Et notamment, ils sont une aide sur le déploiement des salles, ce qu'on appelait jusqu'à maintenant les CARE, les salles de… Oui, les centres de regroupement. Les centres d'hébergement maintenant, en cas de crise effectivement majeure. Voilà, donc ils interviennent sur ce côté. Après, ils sont au-delà de ça, leurs missions sont multiples et variées. Comme pour vous, ou non, c'est pas notre commune tout à l'heure qui est intervenue, ils ont participé également avec les élus à la distribution des masques au mois d'avril à la population et notamment aux commerçants. Ils interviennent aussi, par exemple, sur le dernier événement majeur, ça a été d'aller apporter ce qu'on a, nous, sur la métropole. Nous disposons de remorques contenant des lits picots et des kits sanitaires qui sont disposés sur différentes communes stratégiquement. Et en fait, sur le feu, par exemple, de Martigues, ils sont intervenus à 23h à aller apporter une de ces remorques afin de pouvoir un centre d'hébergement pour recueillir les naufragés de ce sinistre. Voilà. Voilà, pour les personnes non expérimentées, par exemple, nous avons la protection civile qui vient systématiquement dans notre poste de commandement communal pour faire les liaisons avec leurs troupes sur le terrain si nous avons besoin d'eux. Effectivement, nous affectons plus les bénévoles non expérimentés à ce type de mission, c'est-à-dire des missions d'accueil, d'hébergement, de recensement des personnes qui pourraient être sinistrées sur la commune ou envoyées par d'autres communes, ce qui est arrivé au mois de novembre, qui nous a envoyé 50 sinistrés que nous avons dû accueillir à Grasse. Voilà, effectivement, c'est plutôt vers ces missions-là, les non expérimentés, déjà les gens de bonne volonté, plutôt que bénévoles, on les affecte plutôt à ce type de mission, encadrée bien entendu par une personne de nos services qui, elle, est rompue à la mise en place du CARE, par exemple, dans notre centre d'accueil et d'hébergement à Grasse. Et effectivement, c'est plus à gérer des bonnes volontés, peut-être pas forcément avec une grosse expérience, mais on refuse aussi systématiquement de mettre en danger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas forcément les réflexes, une vision, je dirais une lecture de l'événement et de l'endroit où ils se trouvent aussi, je dirais,
peut l'avoir hein, une personne qui est déjà formée, comme les comités feux de forêt, nous Force 06 dans les Alpes-Maritimes, ou la protection civile, bien entendu. J'aimerais juste revenir sur la façon dont vous avez intégré dans les, comment ça s'appelle, l'entretien annuel, Oui. les spécificités et les compétences des agents. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport aux chefs de service, aux agents eux-mêmes, ou est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines pour arriver à amener tout ça lors de cet entretien? Alors, on n'a pas de difficulté avec les responsables des entretiens, c'est-à-dire les chefs de service ou je dirais le supérieur hiérarchique de l'agent lors de l'entretien. On n'a pas ce genre de difficulté. La difficulté, elle vient plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que il faut faire comprendre à l'agent qu'il n'a peut-être pas, je dirais, le réflexe de nous donner des informations concernant d'autres compétences, et il n'a peut-être pas non plus, je dirais, comment dirais-je ça, il ne comprend pas forcément toujours l'utilité de compétences annexes qu'il pourrait avoir, qui pourraient être utiles à la mairie. Il n'a pas forcément le réflexe de nous délivrer ce genre d'informations. Il faut aller la chercher la plupart du temps. C'est plutôt la difficulté dans ce sens-là qu'on a, c'est-à-dire d'aller à la pêche aux informations. Ensuite, des cases d'échange libre sont prévues dans les livrets d'entretien, dans lesquelles on demande à l'agent qu'il exprime, je dirais, des désirs au-delà des changements de service, des changements de mission, peut-être d'exercer d'autres compétences dont il serait détenteur au bénéfice de la collectivité. Donc voilà, c'est plutôt dans le sens faire dire à l'agent quelles sont ses autres compétences, c'est plutôt ça qui est difficile. On n'a jamais eu de difficulté. Je pense que l'ensemble de l'encadrement qui a été formé à l'entretien l'entretien professionnel il y a quelques années, où ils ont suivi quand même des séances de formation à la conduite de l'entretien, avec les supports, etc. On leur a expliqué comment ça marchait, etc. On n'a jamais eu de retour négatif à ce sujet-là. Les difficultés viennent plutôt peut-être de la timidité de certains agents. Mais ça intervient que, ces compétences, vous les gardez que pour le PCA. Il n'intervient pas pour mettre les agents qui interviennent dans l'organigramme de votre PCS. Ça joue forcément sur les deux, puisque quand le PCS a besoin de l'activation du PCA, forcément ça joue. Dans le cadre du PCS, sur les événements majeurs sur la commune, des agents qui ont l'expérience de conduite d'engins, des choses comme ça, c'est assez compliqué de trouver des agents qui déjà ont l'autorisation de conduire ces engins ou ces matériels très particuliers. Et ensuite, il faut des agents qui aient une parfaite connaissance du terrain très particulier de la commune de Grasse, qui est quand même un terrain difficile. Nous avons 4400 hectares de terrain à couvrir, avec environ 240 km de voies. La spécificité, la particularité du terrain, il faut que les agents qui interviennent, qui sont sur le terrain, aient la connaissance de ce terrain. Et dans le cadre d'une formation, bien sûr, ça pourrait se faire, mais dans le cadre d'activités plutôt de fonctionnement de la collectivité, si nous avons besoin de déclencher le PCA à travers le PCS, c'est prévu, bien entendu. Et toutes ces compétences sont reconnues. Alors, si nous avons, par exemple, des chauffeurs de poids lourds ou des gens qui ont le permis, par exemple, de transport en commun, ces gens-là sont référencés, sont répertoriés, et en cas de nécessité, on fait appel à eux, bien entendu. Voilà, je donne deux exemples. Hein. Si nous avons des agents qui sont des experts sur certains outils informatiques, en téléphonie, etc., mais qui ne sont pas affectés dans ces services-là, bien entendu, ils sont répertoriés et au cas où, on fait appel à eux. Voilà, je donne des petits exemples comme ça, mais il y en a une multitude comme ça, ou des agents qui ont des particularités et dont on sait qu'ils peuvent les exploiter en sécurité. Ça ne nous pose aucun problème, et on a effectivement un petit répertoire d'agents comme ça, avec des qualifications particulières qu'ils n'exploitent pas dans leur mission quotidienne, mais qui sont amenés à exploiter en parfaite sécurité si nécessaire. Parce qu'on a toujours ce côté de protection des agents qu'on va mettre sur le terrain dans des missions qui n'exercent pas habituellement. On veut être sûr aussi que l'agent ne se met pas en danger et qu'on ne l'envoie pas au casse-pipe, quoi. En gros, c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez fait votre PCS après avoir fait votre PCA. Oui, c'est exact. D'accord, oui. ok.
Oui. Bah, si vous voulez, historiquement parlant, le PCS, quand moi je suis arrivé à la mairie de Grasse, le PCS n'était pas porté par aucun élu. C'est-à-dire qu'il y avait, quand je suis arrivé, il y avait déjà l'obligation du PCS, puisque le premier PPRN approuvé à Grasse, il a été approuvé en 1999, c'est le mouvement de terrain. Donc quand la loi est arrivée, en 2004, il y avait l'obligation de créer un PCS à Grasse. Et moi, je n'ai créé le PCS à Grasse qu'en 2017. Donc, enfin, de manière, je dirais, officielle et en respectant la réglementation, puisqu'il y avait, si vous voulez, il y avait quelques plans de secours à l'époque, ils appelaient ça des plans de secours à la mairie, mais qui étaient ciblés sur des parties de la ville, sur des quartiers, et ciblés sur des événements très particuliers. Mais qui n'intégrait pas l'intégralité des risques majeurs sur la commune, notamment les risques industriels, les risques de transport de matières dangereuses, ne figuraient pas dans le plan communal de sauvegarde. Donc, on a été très, très tardif à Grasse. Voilà, il a fallu qu'arrive un élu à ce moment-là, dans un renouvellement de mandat, et un changement de conseil municipal, est arrivé un nouvel élu, un ancien militaire, pour pas dire les choses franchement, qui, lui, s'est étonné du manque d'intérêt de la collectivité sur le plan communal de sauvegarde. Donc, à ce moment-là, on a déclenché les travaux et voilà, en 1 an et demi, on a réussi à faire le plan communal de sauvegarde qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, le PCA, lui, était porté par un élu au moment de la grippe aviaire. Un élu s'en est mêlé, l'élu en charge du service communal d'hygiène et de santé, qui a porté le PCA, la création du PCA à l'époque. Et c'est pour ça que le PCA a été créé bien avant le PCS à Grasse. Et nous, sur la commune de Venelle, nous avons l'inverse. D'accord. Oui. Voilà, a été rendu obligatoire, donc il date de 2007, alors que le PCA, lui, est rentré en vigueur qu'en 2009 avec la grippe aviaire. Donc le PCA, pour nous, c'est une petite partie du PCS, enfin annexé au PCS, mais le plus gros du système mis en place en cas de crise, que ce soit sur un feu de forêt, une inondation ou sur la pandémie, ça a été d'abord de mettre en place le PCS, de déclencher le PCS, de mettre toutes les cellules en veille ou en action, suivant ce qu'elles avaient et si elles étaient impactées ou pas par cette pandémie, et ensuite de remettre effectivement, comme vous l'avez fait aussi et comme d'autres communes l'ont fait, de remettre à jour et remettre tout ça en route, le fameux PCA. Puis là, jusqu'à la semaine dernière, on était passé du PCA au PRA, donc le plan de remise d'activité, si vous voulez, de reprise d'activité. Et là, on repasse, voilà, on va repasser en PCA. Ouais, si vous voulez, nous, comme l'a dit tout à l'heure Michel Sacher, créer si vous voulez, un plan de retour à la normale. Nous, je ne sais pas si on va travailler là-dessus. Après, j'échangerai avec le CIPRE comme d'habitude, mais le retour à la normale est prévu dans les 2 plans. Il y aura peut-être des choses à amender, des choses à corriger, très certainement d'ailleurs, certainement. Je vous fais confiance à l'expertise du CIPRE en la matière, mais effectivement, on n'a pas de plan spécifique de retour, de reprise d'activité, puisque le retour à la normale, c'est comme ça qu'on l'a appelé nous. Alors peut-être que le terme est impropre, je ne sais pas. Effectivement, le retour à la normale est prévu dans nos 2 plans. Oui, voilà. Et on sait que souvent, on sait que malheureusement, c'est le retour à la normale qui prend le plus de temps et le plus d'énergie. Merci en tout cas pour votre expérience et les idées que vous nous donnez, par exemple, sur effectivement le fait d'annexer à l'entretien annuel, de demander les compétences des agents qu'ils n'auraient peut-être pas de leur fonction et de leur mission, mais que peut-être ils ont personnellement et qui pourraient être utiles effectivement sur un déclenchement du PCS. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre de recrutement, de renouvellement de postes, de recrutement d'agents nouveaux pour remplacer des départs, etc., on épluche les CV de telle manière à se dire, tiens, ce candidat-là, à la limite, si on doit faire un choix, il y a 2 candidats qui ont des qualités identiques, mais il y en a un, sur son CV, il a mis 2-3 trucs qui seraient susceptibles de nous intéresser dans le cadre d'un PCA ou d'un PCS. J'avoue que ça peut faire pencher la balance dans le recrutement. Bien sûr. C'est un petit truc à garder. Ouais. Je garde. Merci. Voilà. C'est pour ça qu'un CV bien rempli, un CV bien fait, c'est vraiment important, même pour la fonction publique territoriale.
Je suis d'accord, je garde ce petit élément dans un coin et j'en reparlerai au RH. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une main levée. M, c'est qui? Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. Je vois que le 10-13 nous a quittés. Michel, peut-être que si vous voulez peut-être conclure, si personne n'a d'autres remarques ou... Bien, mais écoutez, moi je trouvais que c'était très intéressant. Hein. Je crois qu'on a partagé cette expérience qui était enrichissante. Je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à contacter Johan sur sa collectivité. N'hésitez pas à contacter le CIPRE. Et puis, si vous avez d'autres besoins ou d'autres idées ou d'autres projets où vous vouliez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le demander. En tout cas, c'était très intéressant et il y avait pas mal de monde qui était là. Je suis assez satisfait de ça. Voilà. Merci Michel. À tous, en tout cas. Merci aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.